on était sur comment ça s'appelle, le petit déjeuner du cousin Grandet qui souhaite le luxe. Je crois que j'en étais... Oui, c'est ça, là. La jeune fille examinait son cousin, coupant ses mouillettes, et y prenait plaisir. Autant plus que la sensible grisette de Paris en prend à voir jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. Il est vrai que Charles, élevé par une mère gracieuse, perfectionné par une femme à la mode, avait des mouvements coquets, élégants, menus, comme le sont ceux d'une petite maîtresse. La compatissance et la tendresse d'une jeune fille possèdent une influence vraiment magnétique. Aussi Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui, en l'inondant pour ainsi dire. Il jeta sur Eugénie un de ces regards brillants de bonté, de caresse, un regard qui semblait sourire. Il s'aperçut, en contemplant Eugénie, de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes pensées d'amour, et où le désir ignorait la volupté. Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en grande loge et en grande toilette à l'opéra, je vous garantis que ma tante aurait bien raison. Vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes. Ce compliment étreignit le cœur d'Eugénie et le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprît rien. Oh mon cousin, vous voulez-vous moquer d'une pauvre petite provinciale? Si vous me connaissiez, ma chère cousine, vous sauriez que j'abhorre la raillerie. Elle flétrit le cœur, froisse tous les sentiments. Et il goba fort et agréablement sa mouillette beurrée. Non, je n'ai probablement pas assez d'esprit pour me moquer des autres. Et ce défaut me fait beaucoup de tort. À Paris, on trouve moyen de vous assassiner un homme en disant « il a bon cœur ». Cette phrase veut dire « le pauvre garçon est bête comme un rhinocéros ». Mais comme je suis riche et connu pour abattre une poupée du premier coup à 30 pas avec toute espèce de pistolet et en plein champ, la raillerie me respecte. Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon cœur. Vous avez une bien jolie bague, dit Eugénie. Est-ce mal de vous demander à la voir? Charles tendit la main en défaisant son anneau, et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses doigts les ongles roses de son cousin. Voyez, ma mère, le beau travail. Oh, il n'y a pas gros tort, dit Nanon en apportant le café. Qu'est-ce que c'est que cela? Demanda Charles en riant. Et il montrait un pot au plomb, en terre brune, verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de cendre, au fond duquel tombait le café en revenant à la surface du liquide, bouillonnant. C'est du café boulu, dit Nanon. Ah, ma chère tante, je laisserai du moins quelques traces bienfaisantes de mon passage ici. Vous êtes bien arriéré, je vous apprendrai à faire du bon café dans une cafetière à la Chaptal. Il tenta d'expliquer le système de la cafetière à la Chaptal. Eh bien, s'il y a tant d'affaires que ça, dit Nanon, il faudrait bien y passer sa vie. Jamais je ne ferai de café comme ça. Ah ben oui,
n'avançaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu. Voilà, papa, dit Eugénie. Elle ôta la soucoupe au sucre en laissant quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs. Madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. C'était une peur panique, de laquelle Charles parut s'étonner. « Eh bien, qu'avez-vous donc ?» leur demanda-t-il. « Mais voilà mon père, » dit Eugénie. « Eh bien, Monsieur Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il fit tout. « Ah, vous avez fait la fête à votre neveu, c'est bien, très bien, c'est fort bien, » dit-il sans bégayer. Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. Faites, se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison. Donne-moi mon verre, Nanon, dit le bonhomme. Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau de corne à grosse lame, coupa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet, aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme qui pâlit et fit 3 pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit : « Où avez donc pris tout ce sucre ? » Attendez, j'avais mis un marque-page, parce que j'étais obligée de faire une pause. Nanon est allée en chercher chez Fessard, il n'y en avait plus. Il est impossible de se figurer l'intérêt profond que cette scène muette offrait à ces 3 femmes. Nanon avait quitté sa cuisine et regardait dans la salle pour voir comment les choses s'y passeraient. Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré. « Que voulez-vous, mon neveu ? » lui dit le bonhomme. « Le sucre. »« Mettez du lait, » répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira. » Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serrée et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme. Certes, la Parisienne qui, pour faciliter la fuite de son amant, soutient de ses faibles bras une échelle de soie, ne montre pas plus de courage que n'en déployait Eugénie en remettant le sucre sur la table. L'amant récompensera sa Parisienne qui lui fera voir orgueilleusement un beau bras meurtri dont chaque veine flétrie sera baignée de larmes, de baisers et guérie par le plaisir, tandis que Charles ne devait jamais être dans le secret des profondes agitations qui brisaient le cœur de sa cousine, alors foudroyée par le regard du vieux tonnelier. « Tu ne manges pas, ma femme. » La pauvre Ilotte, je connais pas ce mot, s'avança, coupa piteusement un morceau de pain et prit une poire. Eugénie offrit audacieusement à son père du raisin en lui disant : « Goûte donc à ma conserve, papa. Mon cousin, vous en mangerez, n'est-ce pas ? Je suis allée chercher ces jolies grappes là pour vous. Oh, si on les arrête, elles mettront Saumur au pillage pour mon neveu. Quand vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées. » Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur Charles,
à l'expression duquel le jeune homme ne put se tromper. Qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle? Depuis la mort de ma pauvre mère. À ces deux mots, sa voix mollit. Il n'y a pas de malheur possible pour moi. Mon neveu, qui peut connaître les afflictions par lesquelles Dieu veut nous éprouver, lui dit sa tante. Ta 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 ta, dit Grandet. Voilà les bêtises qui commencent. Je vois avec peine, mon neveu, vos jolies mains blanches. Il montra les espèces d'épaules de mouton que la nature lui avait mises au bout des bras. Voilà des mains faites pour ramasser des écus. Vous avez été élevé à mettre vos pieds dans la peau avec laquelle se fabriquent les portefeuilles où nous serrons les billets de banque. Mauvais, mauvais. Que voulez-vous dire, mon oncle? Je veux être pendu si je comprends un seul mot. Venez, dit Grandet. L'avare fit claquer la lame de son couteau, but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte. Mon cousin, ayez du courage. L'accent de la jeune fille avait glacé Charles, qui suivit son terrible parent, en proie à de mortelles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine, excités par une invincible curiosité, à épier les deux acteurs de la scène qui allait se passer dans le petit jardin humide, où l'oncle marcha d'abord silencieusement avec le neveu. Grandet ne s'était pas embarrassé pour apprendre à Charles la mort de son père, mais il éprouvait une sorte de compassion en le sachant sans un sou, et il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. Vous avez perdu votre père, ce n'était rien à dire. Les pères meurent avant les enfants, mais vous êtes sans aucune espèce de fortune. Tous les malheurs de la terre étaient réunis dans ces paroles. Et le bonhomme de fer, pour la troisième fois, le tour de l'allée du milieu dont le sable craquait sous ses pieds. Dans les grandes circonstances de la vie, notre âme s'attache fortement au lieu où les plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi Charles examinait-il avec une attention particulière les buis de ce petit jardin, les feuilles pâles qui tombaient, les dégradations des murs, les bizarreries des arbres fruitiers, détails pittoresques qui devaient rester gravés dans son souvenir, éternellement mêlés à cette heure suprême par une mnémotechnique particulière aux passions. Il fait bien chaud, bien beau, dit Grandet en aspirant une forte partie d'air. Oui, mon oncle, mais pourquoi? Eh bien, mon garçon, reprit l'oncle, j'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ton père est bien mal. Pourquoi suis-je ici? Dit Charles. Nanon, cria-t-il, des chevaux de poste. Je trouverai bien une voiture dans le pays, ajouta-t-il en se tournant vers son oncle qui demeurait immobile. Les chevaux et la voiture sont inutiles, répondit Grandet. Charles resta muet, pâlit, et les yeux devinrent fixes. Oui, mon pauvre garçon, tu devines, il est mort. Mais ce n'est rien, il y a quelque chose de plus grave. Il s'est brûlé la cervelle. Mon père. Oui, mais ce n'est rien. Les journaux glosent de cela comme s'ils en avaient le droit. Tiens, lis. Grandet, qui avait emprunté le journal de Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de Charles. En ce moment, le pauvre jeune homme, encore enfant, encore dans l'âge où les sentiments se produisent avec naïveté,
sans argent. Qu'est-ce que cela me fait? Où est mon père, mon père? Les pleurs et les sanglots retentissaient entre ces murailles d'une horrible façon et se répercutaient dans les égouts. Les trois femmes, saisies de pitié, pleuraient. Les larmes sont aussi contagieuses que peut l'être le rire. Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers de son lit, en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise, loin de ses parents. Il faut laisser passer la première averse, dit Grandet en entrant dans la salle où Eugénie et sa mère avaient brusquement repris leur place et travaillaient d'une main tremblante après s'être essuyé les yeux. Mais ce jeune homme n'est bon à rien. Il s'occupe plus des morts que de l'argent. Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimer ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce moment, elle commença à juger son père. Quoique assourdis, les sanglots de Charles retentissaient dans cette sonore maison, et sa plainte profonde, qui semblait sortir de dessous terre, ne cessa que vers le soir, après s'être graduellement affaibli. Pauvre jeune homme, dit madame Grandet. Fatale exclamation. Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie, et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux et se posa au milieu de la salle. Ah, ça, j'espère, dit-il avec son calme habituel, que vous n'allez pas continuer vos prodigalités, madame Grandet. Je ne vous donne pas mon argent pour rembuquer de sucre ce jeune drôle. Ma mère n'y est pour rien, dit Eugénie. C'est moi qui. Est-ce parce que tu es majeur, reprit Grandet, en interrompant sa fille, que tu voudrais me contrarier? Songe, Eugénie, mon père, le fils de votre frère, ne devrait pas manquer chez vous de ta. Je ne vais pas pouvoir lire encore longtemps parce que mon chéri, que vous avez peut-être entendu faire du bruit, est en train de casser la cuisine apparemment. C'est une blague. Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous aide de rien. Il n'a ni sou ni maille. Son père a fait faillite. Et quand ce Mirliflor aura pleuré son soûl, il décampera d'ici. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite? Demanda Eugénie. Faire faillite, reprit le père, c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. Ce doit être un bien grand péché, dit madame Grandet, et notre frère serait damné. Allons, voilà des litanies, dit-il à sa femme en haussant les épaules. Faire faillite, Eugénie, reprit-il, est un vol que la loi prend malheureusement sous sa protection. Des gens ont donné leur denrée à Guillaume Grandet sur sa réputation d'honneur et de probité. Puis il a tout pris et ne leur laisse que les yeux pour pleurer. Le voleur de grand chemin est préférable au banqueroutier. Celui-là vous attaque, vous pouvez vous défendre, il risque sa tête, mais l'autre. Enfin, Charles est déshonoré. Ces mots retentirent dans le cœur de la pauvre fille, et y pesèrent de tout leur poids. Propre autant qu'une fleur née au fond d'une forêt est délicate, elle ne connaissait ni les maximes du monde, ni ses raisonnements capiteux, ni ses sophismes. Elle accepta donc l'atroce explication
l'explication que ce père lui donnait à dessein de la faillite, sans lui faire connaître la distinction qu'il existe entre une faillite involontaire et une faillite calculée. Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce malheur. Mon frère ne m'a pas consulté. D'ailleurs, il doit 4 millions. Qu'est-ce donc qu'1 million, mon père? Demanda-t-elle avec la naïveté d'un enfant qui croit pouvoir trouver promptement ce qu'il désire. 2 millions, dit Grandet, mais c'est 2 millions de pièces de 20 sous, et il faut 5 pièces de 20 sous pour faire 5 francs. Mon Dieu, s'écria Eugénie. Comment mon oncle avait-il eu à lui 4 millions? Y a-t-il quelque autre personne qui puisse avoir autant de millions? Le père Grandet se caressait le menton, souriait, et sa loupe semblait se dilater. Mais que va devenir mon cousin Charles? Il va partir pour les Grandes Indes, où, selon le vœu de son père, il tâchera de faire fortune. Mais a-t-il de l'argent pour aller là? Je lui paierai son voyage jusqu'à Londres. Eugénie sauta d'un bond au cou de son père. Ah, mon père, vous êtes bon, vous. Elle l'embrassait de manière à rendre presque honteux Grandet, que sa conscience harcelait un peu. Faut-il beaucoup de temps pour amasser 1 million? Lui demanda-t-elle. Dame, dit le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un Napoléon? Eh bien, il en faut 50 000 pour faire 1 million. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici, parce que j'ai l'impression que la scène n'est pas prête de se finir. Donc c'est pas grave, je reprendrai ça dans ma prochaine vidéo de lecture de romans avec vous. D'ici là, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Le mercredi, c'est sur ma chaîne secondaire Sans Chuchotement, mais tous les autres jours, c'est ici, sur cette chaîne principale.